Bonjour à tous. Je me présente, je suis Pascal Richet du journal Le Monde. Je suis ravi d'être ici et je suis ravi que cette salle soit si nombreuse pour parler d'un sujet qui est d'une grande actualité puisque l'intitulé de la table ronde, c'est « La Chine, une chance pour la transition ». Et comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la COP 30 à Belém au Brésil. Et la nouveauté de cette COP, enfin l'une des nouveautés, c'est que la Chine se présente comme le leader de la transition écologique mondiale. Alors c'est assez nouveau parce qu'autrefois la Chine prenait avec beaucoup de prudence les discours sur le climat, pensant que c'est une invention de l'Occident pour l'affaiblir. Mais il s'est passé des choses. La Chine a énormément investi dans les technologies vertes. Je pourrais vous donner quelques chiffres qui sont très impressionnants. 80% des panneaux solaires sont faits en Chine aujourd'hui, une grande partie des batteries, la moitié du parc automobile chinois est électrique, et les véhicules et les batteries sont sur le point aussi de s'exporter. La Chine investit énormément dans d'autres pays, construit des centrales nucléaires, des parcs d'éoliennes, dans des pays très très divers comme la Turquie, le Kenya, l'Indonésie, la Hongrie, etc. Donc c'est devenu un acteur essentiel. Récemment dans Foreign Policy, l'historien Niels Gilman disait « La Chine est passée du statut de plus grand pollueur mondial à celui de leader des technologies vertes en tirant parti des avantages de son modèle autoritaire de développement ». Voilà, donc nous allons parler de cela. Évidemment, il y a des paradoxes parce que la Chine reste un très grand pollueur. Il y a 2 millions de personnes qui meurent chaque année de maladies respiratoires en Chine et un très gros consommateur de charbon. Mais nous allons voir ça avec nos invités. Juste avant de les présenter et de leur donner la parole, donc cette table ronde est en direct sur YouTube et si vous regardez cela à distance, vous pouvez nous envoyer des SMS pour poser des questions au 07 67 67 29 56. Je répète, 07 67 67 29 56. Alors, pour répondre à nos questions, nous avons, alors je vais commencer peut-être par le bout de la table, Isabelle Feng. Alors, Isabelle Feng, vous êtes chercheuse au Centre Perelman de philosophie du droit de l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes vice-présidente du think tank, du cercle de réflexion Asia Centre. Voilà. Vous êtes née en Chine continentale, vous avez fait vos études, vous m'avez dit, à Wuhan, enfin une partie, parce que vous avez terminé vos études à Dauphine et à la Sorbonne, je crois. Hein. Vous avez fait l'économie en Chine et le droit en France. Voilà. À vos côtés, Pierre Aski, alors je ne sais pas s'il faut le présenter. Pierre Aski, non? Ok, alors on passe à la suite. Pierre Aski, donc journaliste, chroniqueur sur France Inter, président de Reporters sans frontières, journaliste très longtemps à Libération où j'étais également, donc nous nous sommes connus là-bas. Et il a passé 5 ans en Chine entre 2001 et 2006. 2000 et 2006. Ah, ça fait 5 ans? Oui, d'accord, ok. Et il en a tiré d'ailleurs un livre qui s'appelle 5 ans en Chine. Hein. Voilà, et il suit de très près l'actualité chinoise et la géopolitique, parce qu'il y a une dimension dans cette histoire qu'on va vous raconter, évidemment géopolitique, puisque on a l'impression que le monde s'organise autour de 2 pôles. Un pôle qui privilégie les énergies fossiles, qu'incarne très bien Trump avec son drill, drill, baby drill, foron, foron, et puis un pôle qui commence à s'organiser autour de la Chine pour essayer d'imposer des standards d'énergie renouvelable. Alors ensuite à ma gauche, donc nous avons Sophie Vievorka. Et alors donc vous êtes économiste au Crédit Agricole, au groupe Crédit Agricole, et vous êtes spécialiste, enfin vous êtes chargé de suivre l'ensemble des économies asiatiques, sauf le Japon, je crois. Voilà. Et je vais d'abord vous donner la parole, si vous voulez bien, Sophie, pour nous décrire un petit peu la réalité de cette transition chinoise. Est-ce qu'elle est solide? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est fragile? Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors on doit partager ce micro.
Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc oui, comme Pascal Richet l'a dit, il y a eu une évolution du discours chinois officiel sur le sujet de la transition écologique, puisqu'on est passé de droit au rattrapage, droit à la croissance, droit à la convergence et donc droit à polluer, qui était brandi par la Chine qui se voulait défenseur aussi des autres pays du Sud, en expliquant qu'il ne fallait pas regarder la photo instantanée des émissions, mais bien les regarder sur une longue période, et donc que la Chine avait le droit d'émettre un grand nombre de gaz à effet de serre du fait du rattrapage et de ce processus de convergence. Donc, on voit depuis quelques années une inflexion de ce discours. On rappelle qu'au moment des accords de Paris, la Chine n'avait pas voulu s'engager sur des objectifs chiffrés en matière de décarbonation notamment. Et on voit que tout ça a évolué, et pour un peu 4 raisons principales. La première, c'est bien sûr qu'il y a un enjeu économique derrière la transition. Il y a un enjeu industriel qui est celui de développer des nouveaux moteurs de croissance industrielle autour de ce que les autorités chinoises appellent les nouvelles forces productives, donc les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes, qui sont porteurs d'enjeux industriels, d'emplois, de production, mais aussi d'exportation extrêmement importants pour le modèle économique chinois et sa continuité. Il y a évidemment un enjeu de soft power, de diplomatie, surtout face à un acteur américain qui s'est retiré de ce domaine du champ climatique. Et donc un positionnement de la Chine qui se veut comme un peu protecteur des biens publics mondiaux. Donc on le voit dans le climat, mais on le voit aussi sur des domaines comme la santé au moment du Covid avec les vaccins, ou encore sur le domaine du libre-échange, de la mondialisation, où voilà, la Chine souhaite incarner un petit peu cette position de leader d'un monde qui protège justement ses biens publics mondiaux. Évidemment, il y a un enjeu d'autonomie et un enjeu d'autonomie même stratégique, qui est de réduire la dépendance au pétrole, aux énergies fossiles, dont la Chine est de loin le premier importateur mondial. Donc en fait, toute l'énergie verte qui est produite, elle sert aussi à réduire cette dépendance au pétrole, aux pays du Golfe. On a vu pendant les épisodes de guerre tarifaire comme cette question pouvait être aussi instrumentalisée, avec Trump qui voulait imposer des sanctions sur les pays importateurs de pétrole russe ou vénézuélien. Donc voilà, il y a un enjeu pour la Chine de baisser sa consommation, ses importations de pétrole pour avoir cette autonomie stratégique qu'elle demande, et une autonomie stratégique qui passe aussi par le fait de devenir un peu leader de ce qu'on pourrait appeler la 4e révolution industrielle, qui englobe à la fois ces questions de climat, mais aussi les questions autour des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Voilà, pour ça, sur ces 2 plans, la Chine réunit un petit peu ces deux domaines et veut, après avoir un peu raté le train des 3 premières révolutions industrielles, donc la machine à vapeur, l'électricité et la première phase de nouvelles technologies, la Chine veut vraiment apparaître comme le leader dans ces 2 domaines. Et enfin, il y a quand même un enjeu un peu sociétal, c'est que la question du climat, elle est quand même rentrée dans le contrat social chinois, notamment sur les questions de pollution, de qualité de vie, et on voit quand même une mobilisation autour des enjeux surtout de santé publique de la population, qui a obtenu quand même certaines avancées, notamment sur la qualité de vie dans les villes. Donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment ce changement de discours, il va s'incarner dans le modèle économique chinois, qui est celui d'une économie planifiée, administrée, et comment il va venir se heurter aux contradictions et puis aux faiblesses structurelles de ce modèle. Mais alors ça, on en parlera dans une deuxième partie. Simplement, là, pour la première fois, la Chine a annoncé des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, je crois de 5 à 7% d'ici 2035. Elle l'a annoncé juste avant cette COP 30, en fin septembre. C'est quelque chose qui vous semble... D'abord, est-ce que c'est ce type d'objectif lancé par la Chine, est-ce que vous pensez qu'elle va les tenir, ou est-ce que les statistiques sont trop obscures pour qu'on puisse vérifier si elle tient ses engagements ? Bah oui, il y a quand même un gros problème de crédibilité statistique autour de la Chine.
qui s'incarne sur les chiffres de croissance et qui après se répand dans toute la sphère statistique chinoise. Le problème en fait c'est que souvent on fonctionne en pyramide, c'est-à-dire que vous partez du niveau le plus local pour arriver au sommet et toutes les statistiques sont consolidées et donc à chaque niveau, comme on a un système chinois qui punit les personnes, les fonctionnaires qui ne respectent pas les engagements et les cibles de cette fameuse planification, on a une tendance au zèle, voire au mensonge, qui fait qu'on ne peut jamais trop être sûr de la crédibilité des chiffres. Après, ce qui est sûr, c'est que la Chine dira qu'elle a atteint ses objectifs. Parce qu'en Chine, il y a quand même un très grand respect pour justement cette planification, ces cibles officielles, ces annonces qui doivent être respectées et une tendance aussi à sous-estimer les chiffres pour ensuite montrer des statistiques qui sont plus favorables et qui montrent que les progrès qui ont été accomplis le sont dans encore plus. Alors, quand elle dit, par exemple, qu'elle a atteint le point d'inflexion pour ce qui est de l'émission des gaz à effet de serre, ou quand elle dit que les énergies renouvelables ont dépassé en production énergétique l'industrie du charbon, est-ce qu'on peut la croire ou pas? Non. C'est compliqué parce qu'en fait, on voit d'un côté qu'effectivement, il y a énormément de capacités renouvelables qui sont installées, mais en 2024, on a aussi atteint un pic dans les nouvelles centrales à charbon qui ont été construites. Oui, elle continue à construire des centrales à charbon. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2024, la Chine a installé en équivalent de gigawatts la consommation d'une année pour le Royaume-Uni, juste en centrale à charbon. D'accord. Donc c'est assez conséquent. Et d'un autre côté, effectivement, il y a 2 fois plus d'installations solaires et éoliennes que dans tout le reste du monde. Et elle installe chaque année de plus en plus en 2023, elle a installé 3 fois plus d'installations solaires et éoliennes qu'en 2020, 2021, 2022 réunis. Oui. Donc ça s'accélère en fait aussi. Bien sûr, après le problème que la Chine a, c'est celui de répondre aux enjeux de linéarité de cette production. C'est-à-dire que sur le solaire et sur l'éolien, on est quand même sur de l'énergie où la Chine n'est pas encore capable d'avoir un dispositif de batterie, par exemple, qui permette de stocker et de réguler sa consommation énergétique, d'où des épisodes de pénurie qu'on a pu voir dans des périodes notamment de stress hydrique ou de fortes inondations ou de problèmes climatiques, justement. Et donc, les centrales à charbon sont censées prendre le relais. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit dans le discours officiel chinois. Ce qu'on voit quand même en réalité, c'est qu'elles continuent d'être assez massivement utilisées et que le charbon constitue quand même encore à peu près 50% du mix énergétique chinois. D'accord. Donc, ça va prendre encore un peu de temps pour se désengager totalement. Merci beaucoup, Sophie. Isabelle Feng, vous êtes très sceptique sur la réalité de cette transition. Tout d'abord, merci à cette table ronde. Effectivement, quand on voit le titre « La Chine et la transition énergétique », les chiffres sont très parlants. Comme vous avez dit tout à l'heure, 80% de panneaux solaires, 60% d'éoliens. On a tendance à dire peut-être ou même oui. Mais si on regarde de plus près, mais moi j'aurais tendance à dire que la Chine a bien contribué à la transition énergétique de l'Occident. Mais d'ici là, pour dire que la Chine a fait la transition énergétique elle-même, c'est autre chose. Comme nous sommes un amphi, je préfère vous montrer une slide. Et là, on voit que depuis 20 dernières années, la part du charbon dans le mix énergétique de l'énergie chinoise effectivement a diminué presque 15%. Mais est-ce que cela va dire pour autant qu'il y a une transition énergétique? Quand on parle de transition, c'est-à-dire c'est une part d'énergie diminue et l'autre part augmente. Et sinon, on ne peut pas parler de transition. Et la suivante, on voit celui-ci, à côté c'est la consommation d'énergie. On voit la ligne bleue. C'est la ligne de consommation chinoise qui a augmenté de façon fulgurante ces 20 dernières années. Tandis que le pays de l'OCDE et aussi le pays de l'Amérique, on voit que ça reste presque constant. Donc, identique pour la graphe avec c'est
à gauche pour moi, on voit la part. C'est la part d'émissions annuelles de CO2 par zone. Et on voit pareil en part violet. En violet, c'est États-Unis. En bleu, c'est l'Union européenne. Donc, on voit, il reste invariable presque ces 20 dernières années. Et tandis que la Chine, c'est comme sa croissance économique. Ça augmente. Et le suivant, la transition énergétique aux États-Unis ont bien eu lieu. On voit le charbon, c'est diminue. C'est diminue. Ces 20 dernières années, idem pour l'électricité aux États-Unis générée par le charbon et diminue de presque de 15%. Et la Chine, maintenant, on voit... non, celui-ci, c'est l'Union européenne. Et donc... Et là, on peut dire qu'il y a une transition énergétique à l'Union européenne. En 10 ans, l'énergie renouvelable est presque doublée. Et maintenant, regarde les chiffres pour l'économie sur l'énergie chinoise. Le parti bleu, c'est l'énergie générée par le charbon. Donc, est-ce qu'il y a une diminution? Non. Par contre, effectivement, la partie d'énergie générée par l'éolien, par le solaire et aussi par l'hydraulique, effectivement, il a augmenté, c'est normal, parce que ces 10 dernières années, l'économie chinoise, en 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique. Donc, c'est normal. Qui dit développement économique dit énergie. Ouais, puis, il vous manque les 5 dernières années, hein, oui. 2020-2025, où il s'est passé des choses quand même. Ce n'est pas diminué, c'est continué à augmenter. Parce que c'est grave, j'ai vu comme c'est là, mais j'ai les chiffres des 5 dernières années. D'accord. Oui, si ceux qui intéressent, je pourrais vous envoyer les chiffres. Bon, et donc, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas une transition énergétique en Chine. En revanche, c'est une diversification. Donc, il y a 20 ans ou 30 ans, et en Chine, l'éolien, les énergies propres étaient inexistantes. Et maintenant, il y a des éoliens, il y a des panneaux solaires. Certes, c'est une diversification. Mais je ne pense pas qu'on pourrait le qualifier comme transition. Et surtout, c'est une arsénisation l'énergie. On a vu, c'est le mois dernier, et la Chine a enfin sorti des terres rares. Ça ferme de terres rares. Et c'est l'embargo total pour tous ces partenaires commerciaux, au lieu de, par exemple, pour les terres rares, et la Chine, c'est le monopole. Qui dit monopole, qui dit qu'il y a le pouvoir de décider le prix. Et la Chine pourrait tout à fait augmenter le prix des terres rares. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que si la Chine augmente le prix des terres rares, et la conséquence sera quoi? L'Europe va réfléchir, ok, c'est tellement cher, peut-être je vais développer, rouvrir les terres rares. Et les États-Unis, c'est pareil. Donc pendant ces 40 ans que la Chine a développé méthodiquement, et c'est une stratégie nationale que le gouvernement chinois n'a jamais cachée. On ne peut pas dire que 20 ans après, l'Europe est piégée, comme le journal Le Monde, il a titré qu'elle est piégée par les terres rares. Mais non, et la Chine a toujours développé ces terres rares. Même quand il devient numéro 1, il n'a pas augmenté le prix. Il a gardé le prix bas, justement pour que ses partenaires commerciaux ne sont pas motivés pour développer ses propres énergies. C'est-à-dire qu'en gros, si je résume, oui. Elle maintient les prix bas pour pouvoir se développer et constituer une espèce de quasi-monopole, que ce soit sur les terres rares oui. ou sur les matériaux qui servent pour les panneaux photovoltaïques, jusqu'au jour où elle aura une telle avance que les autres ne pourront pas la rattraper et elle gardera ce monopole. C'est cela ce que vous voulez dire? Oui, alors, vous pouvez lire cette publicité. C'est la France... Et la France, c'est avec l'entreprise Rhône Blanc et le numéro 1. Il produit 50% des terres rares mondiales. Et ensuite, vers 2000, la France a délocalisé, c'est l'entreprise Rhône Blanc, a délocalisé toutes les product lines en Chine. Et ça, c'est sous la pression des écologistes. C'est également les terres rares produites dans les usines chinoises sont
réimporter en Europe et ça coûte beaucoup moins cher. Donc pour les entreprises, c'est gagnant. Et pour les riverains qui habitent autour de l'usine Terres Rares, c'est magnifique. Mais c'est la désindustrialisation française et européenne au prix de la réduction d'émissions de CO2 sur son propre sol. C'est-à-dire qu'on exporte notre pollution en Chine, oui, en fait, ce que vous voulez dire. Tout à fait, oui, tout à fait. Pierre Aski, est-ce que vous voulez poursuivre et puis dire un petit peu, enfin je vous vois, mais en fait oui, c'est absurde, on se connaît depuis vous vois 40 ans. Est-ce que tu peux faire la synthèse? Moi, je voudrais prendre le problème par un autre biais qu'en fait la Chine a un double intérêt dans cette affaire. L'un est politique et l'autre est économique. On a beaucoup parlé de la partie économique. La partie politique, moi, quand j'étais correspondant à Pékin, donc de 2000 à 2006, il n'y avait aucune conscience ou volonté de protéger l'environnement. À tel point d'ailleurs que, comme tu l'as dit dans l'introduction, il y avait cette théorie que toutes les questions climatiques étaient inventées par les Occidentaux pour freiner le développement de la Chine. C'était le discours dominant. Et chaque fois qu'il y avait une catastrophe, je me souviens de reportages dans des régions, des zones rurales où il y avait eu une pollution industrielle très forte, tout ça a été mis sous le tapis, on étouffait l'affaire et surtout on ne voulait pas en parler. Et puis, la Chine a décollé dans les années 2000, elle est rentrée dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, et elle a eu une période de très très forte croissance à 2 chiffres pendant toute cette période. Et dans les années 2010, elle s'est retrouvée avec des problèmes d'environnement catastrophiques. Quand vous alliez à Pékin à l'époque, vous aviez ce qu'on appelle le smog, c'est-à-dire une sorte de nuage, on voyait le ciel bleu que 2 ou 3 fois par an, et à tel point que c'était devenu un enjeu politique. L'ambassade des États-Unis, c'est très intéressant de voir comment les choses se passent en Chine. L'ambassade des États-Unis à Pékin avait installé un appareil pour calculer le taux de particules fines dans l'air. Et tous les jours, ils mettaient sur leur compte Twitter le taux de particules de Pékin, qui était 4, 5, jusqu'à 10 fois le seuil de dangerosité décrété par l'Organisation mondiale de la santé. Et petit à petit, les citoyens chinois, les habitants de Pékin, ont installé des applications sur leur téléphone qui leur permettaient tous les jours de voir quel était le taux et donc de réaliser à quel point eux-mêmes et leurs enfants vivaient dans un espace totalement pollué. Et en 2014, il y a une jeune femme, journaliste à la télévision locale de Pékin, qui accouche d'un enfant qui a des malformations. Et le médecin lui dit, c'est à cause de la pollution de l'air. Et là, elle a une sorte de choc existentiel, et elle se met à réaliser toute seule, avec son savoir-faire, un documentaire de 3 heures qui s'appelle « Sous le dôme ». Vous pouvez le retrouver, si vous tapez « Sous le dôme » sur Google, il est encore en ligne parce que, avec Pascal, nous avons créé un site qui s'appelle Rue 89, et nous avions téléchargé et traduit ce documentaire qui n'est plus disponible en Chine à cause de la censure. Mais vous pouvez le trouver en français avec des sous-titres français. C'est un document absolument remarquable qui date donc de 2015. Son accident à elle était en 2014. Et elle raconte un peu à la méthode d'un TEDx. Elle est seule en scène avec un micro et elle projette des images au-dessus d'elle. Et elle raconte les questions d'environnement en Chine, parce qu'elle a fait une enquête très minutieuse sur l'usine d'acier qui est à la sortie de Pékin et qui, à elle seule, représente un tiers de la pollution de la capitale, sur les usines pétrochimiques qui n'ont aucune restriction, etc. Et elle met ça en ligne sur un réseau chinois. Première, dans les quelques heures qui ont suivi, il y a eu 30 millions de vues. Dans les 3 jours, 300 millions. Alors, même à l'échelle de la Chine, c'est beaucoup, 300 millions. On a l'habitude des chiffres mirifiques en Chine. 300 millions de personnes qui voient un documentaire, c'est un vrai phénomène politique. Le ministre de l'Environnement chinois la félicite au 3e jour.
en disant qu'elle a apporté une remarquable contribution à la connaissance, etc. Le 4e jour, elle disparaît, elle est arrêtée. Et on ne l'a jamais revue, on sait qu'elle est vivante et qu'elle a été obligée de vivre dans une autre ville, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu un vrai phénomène politique, c'est-à-dire que tout d'un coup, le parti communiste, les dirigeants chinois ont réalisé que cette affaire de pollution à Pékin était devenue un enjeu majeur de société pour les habitants de la ville. Et ils ont fait 2 choses, comme ils font toujours en Chine. 1, on emprisonne le lanceur d'alerte, et 2, on résout le problème. Mais on ne va jamais dire que cette personne avait raison, parce qu'elle est sortie des clous, elle a fait quelque chose d'illégal. Si on la félicite, on reconnaît le droit à transgresser, même pour de bonnes raisons. Donc d'abord on l'arrête, et ensuite on résout le problème. Comment ils ont résolu le problème? Ils ont interdit le charbon dans la région de Pékin. Pendant 1 an, il n'y avait pas assez d'électricité, pas assez de gaz dans la région de Pékin. Les enfants allaient à l'école avec 2 manteaux pendant les cours, tellement ils avaient froid. La 2e année, ça allait mieux. La 3e année, c'était rentré à la normale. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, quand vous allez à Pékin, vous avez du ciel bleu. C'est-à-dire que la réalisation de ce problème politique au sein de la population a forcé les autorités à faire un virage à 180 degrés et à prendre, comme ils le font régulièrement, des mesures absolument draconiennes, autoritaires, comme seul un régime autoritaire peut le faire. En France, on aurait eu une révolte absolue s'il n'y avait pas de chauffage dans les écoles. Là-bas, les gens ont serré les dents parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ça, c'est le premier point. Et au même moment, vous avez les accords de Paris, 2015. Et les accords de Paris, c'est la rencontre, ils ont été scellés à quel moment? Ce n'est pas à Paris qu'ils ont été scellés. 3 mois avant, rencontre Obama-Xi Jinping, et la Chine, tout d'un coup, accepte de rentrer dans la logique des accords climatiques, alors qu'elle avait saboté et torpillé la rencontre de Copenhague quelques années plus tôt, parce que ça ne l'intéressait pas de rentrer dans cette logique. Mais en 2015, on a une bascule totale. Et à ce moment-là, pardon, je termine. Et à ce moment-là, vous avez la réalisation qu'il y a aussi un enjeu économique majeur, et la Chine devient le premier producteur de technologies vertes. Et cette ce point de bascule, c'est 2015. Ce que tu veux dire, c'est qu'en dehors des enjeux géostratégiques, des enjeux commerciaux, des enjeux de souveraineté, etc., il y a aussi la pression de l'opinion chinoise qui a joué? Exactement. Je pense qu'on sous-estime souvent l'existence d'une opinion publique en Chine. Parce qu'on pense que c'est une dictature, donc il n'y a pas d'opinion publique. Certes, il n'y a pas de moyen d'expression de l'opinion publique classique, c'est-à-dire il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de droit à manifester, etc. Mais il y a d'autres moyens de faire connaître son opinion en Chine, et le gouvernement et le parti sont extrêmement attentifs, justement pour ne pas se laisser déborder à ce qui se passe dans l'opinion. Et là, ils ont compris qu'il y avait un sujet absolument majeur. La classe moyenne qu'on a encensée dans les années 2000, qui était le vrai phénomène nouveau de la transformation de la Chine, l'émergence de cette classe moyenne qui est aujourd'hui, qui se compte en centaines de millions de personnes, même si elle souffre parce que l'économie s'est fortement ralentie. Mais moi, quand je suis arrivé en Chine, en 2000, j'étais allé voir la représentante d'Adidas pour savoir qu'est-ce que c'est. On parlait beaucoup de la classe moyenne. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est la classe moyenne? Et elle me dit, c'est les gens qui, à la fin du mois, ont encore un peu d'argent pour consommer, quand ils ont payé tous leurs frais de vie. Et elle estimait qu'il y avait environ 20 millions de personnes à l'époque, sur un pays d'1,3 milliard. C'est pas grand-chose. Et en 15 ans, vous arrivez à 300 millions, c'est-à-dire multiplié par 10, 15 en un temps record. Cette classe moyenne, elle a d'autres préoccupations, d'autres manières de s'exprimer, et elle est très sensible à ce qu'on appelle le phénomène NIMBY. NIMBY, c'est « Not in my backyard », c'est-à-dire, et il y a eu plusieurs manifestations comme ça en Chine, vous voulez construire une usine pétrochimique, pas à côté de chez moi, pas à côté de mes enfants, pas à côté de l'école. Et il y a eu des projets, pour la première fois dans l'histoire de la Chine, des mouvements d'opinion qui ont forcé le gouvernement à revoir des projets d'implantation d'usines
ou dans les années 2010. Donc ce phénomène de l'opinion publique sur les questions environnementales a été très important. Il y avait, déjà avant, je termine là-dessus, il y a eu, déjà à l'époque où j'habitais en Chine, donc début des années 2000, à une époque où on n'en parlait absolument pas, il y avait un sous-secrétaire d'État à l'environnement dans le gouvernement chinois qui était vraiment le dernier du classement des ministres du gouvernement. Et il se trouve que Greenpeace avait ouvert un bureau à Pékin. Ça avait surpris tout le monde parce que Greenpeace, ce n'est pas vraiment la tasse de thé. Les méthodes de Greenpeace n'étaient pas vraiment la tasse de thé des autorités chinoises. Le côté, on monte sur une centrale nucléaire pour agiter un drapeau ou une banderole, c'est pas très apprécié en Chine. Le bureau de Greenpeace avait une autre stratégie qui était d'aider cette toute petite apparition d'un courant vert au sein du Parti communiste chinois. Et ils avaient organisé à cette époque, donc dans les années 2000, bien avant ce tournant dont je parle, une rencontre entre ce secrétaire d'État qui avait une fibre écolo, avec tous les ministres européens de l'écologie, qui étaient tous des Verts, membres des partis Verts dans les diverses coalitions européennes. C'était absolument incroyable. Ils m'avaient raconté, les gens de Greenpeace, comment ils avaient convaincu les écolos européens de rencontrer cet apparatchik chinois, parce que ce n'était pas évident pour eux, c'était le contraire de tout ce en quoi ils croyaient. Et pourtant, le verre était dans le fruit et ils ont tout fait pour le pousser. Et ça portait ses fruits, il faut bien le dire, parce que cette opinion publique, elle a pesé sur les décisions. Il faut mesurer votre enthousiasme à ce que je dis, c'est-à-dire que ça peut jouer sur des tournants stratégiques comme celui de 2015. C'est très difficile d'orienter les choses au jour le jour en Chine parce que l'opinion publique, elle est quand même tenue en laisse très, très, très serrée. Mais malgré tout, il ne faut pas sous-estimer cette considération. Et est-ce que tu penses envisageable aujourd'hui que la Chine devienne le leader mondial de la transition et entraîne les autres pays, le Sud global, etc., vers la transition Pour être très honnête, je énergétique. pense que la Chine est très surprise aujourd'hui. Elle est très surprise d'être dans cette salle où on parle d'elle comme un leader. Elle est très surprise aujourd'hui de se retrouver en position de leader. Non pas économique et industrielle, elle a tout fait pour l'être, mais politiquement. Pour une raison, c'est que elle le devient par défaut, par le fait que Trump devient... Elle a eu la chance que Trump se désengage complètement. Absolument. Trump, c'est le plus beau cadeau. J'ai fait cette chronique au début de l'année. Trump, c'est le plus beau cadeau stratégique que pouvait espérer la Chine. À tout point de vue, pas seulement sur l'environnement, sur d'autres sujets. Quand Trump traite avec mépris ses alliés, les Africains, les pays latino-américains, etc., Xi Jinping à côté est un gentleman respectueux. Et donc, il y a ce paradoxe. Et sur les questions climatiques aujourd'hui, il y a une opportunité de leadership pour la Chine qui est non pas pour faire aboutir la transition écologique, mais pour marquer des points géopolitiques. Et ça, elle est très forte pour le faire et pour en tirer parti. Merci. Sophie Veorka, j'aimerais vous poser quand même une question sur la fragilité de ce qui est en train de se passer, parce que visiblement, donc elle a une stratégie d'investir énormément et d'alimenter la compétition, la concurrence au sein même du pays pour produire des batteries, des véhicules électriques, des éoliennes, etc. Ce qui fait qu'on est dans une situation dans laquelle il y a énormément d'installations de ce type qui sont produites, mais pas utilisées, parce qu'il y a je crois qu'ils produisent 2 fois plus qu'ils utilisent de ces installations. Donc il y a quand même un risque d'un effondrement de ce système, non ? Alors en fait, ce qui est intéressant dans le discours chinois, c'est de voir comment justement eux défendent cette notion de surcapacité. Eux expliquent que c'est grâce finalement aux surcapacités et à l'argent étatique, aux politiques de subvention massive qui ont été menées dans les domaines de la transition, que la Chine a réussi à avancer aussi vite sur les nouvelles technologies liées aux révolutions vertes et surtout à avoir des économies d'échelle qui permettent
de pratiquer des prix qui fassent que les technologies vertes se diffusent en Chine, mais aussi à l'ensemble du monde. Et donc, en fait, ce que les autorités chinoises répondent à une Union européenne qui leur disent mais arrêtez de nous inonder avec vos véhicules électriques. Ils disent bah oui, mais nous au moins, on est capable de fabriquer des véhicules électriques à bas prix. Et si vous voulez vraiment mettre fin au marché thermique à horizon 2035, vous n'aurez pas le choix que d'utiliser nos propres véhicules. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais en fait, ce qui est intéressant dans le cas chinois, c'est de voir comme cette notion de surproduction, de surcapacité, en fait, elle traduit les faiblesses structurelles de ce qu'est l'économie administrée chinoise, c'est-à-dire une économie quand même de l'offre avant tout. Donc, on va mener une bataille industrielle, on va créer des champions nationaux qui vont ensuite être capables d'exporter vers le reste du monde, qui vont être capables de monter en gamme dans toutes les chaînes de valeur de production et on va le faire pour conquérir donc tous ces segments de marché, mais on va le faire sans tenir compte des règles normalement qui devraient être celles d'une économie de marché. C'est-à-dire on va le faire sans allouer le capital de manière efficace. Donc on va autoriser ces apparitions de duplication de projets. En plus, on va mettre toutes les provinces, tous les niveaux locaux en concurrence. Donc chaque province, chaque municipalité, chaque district va vouloir son usine automobile, sa production éolienne. Et donc on va créer ces surcapacités. Et derrière, on ne va pas autoriser des mécanismes d'économie de marché qui permettent d'en sortir. Oui, mais attendez, au départ, ils avaient, par exemple pour les véhicules électriques, ils avaient lancé des tas d'initiatives, enfin ils avaient autorisé et subventionné des tas d'initiatives, je crois qu'il y avait 80 constructeurs de véhicules électriques, en disant qu'au bout d'un moment, ils choisiraient les meilleurs, il n'y en aurait plus que 5. Mais en fait, je crois qu'il y en a 120, enfin on est parti pour 120, donc ça ne fonctionne pas. Là, Mais ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, vous avez un centralisme politique extrême, mais une décentralisation au niveau économique. C'est-à-dire que les autorités au niveau politique donnent des consignes qui doivent se traduire dans des plans économiques, des cibles, etc. Mais derrière, c'est les autorités locales qui sont chargées en fait, de produire la croissance chinoise. Ça veut dire que le parti ne contrôle pas les autorités locales ? Assez difficilement. Ce qui contrôle, c'est toute la nomination, les ressources humaines, c'est-à-dire le fait de pouvoir récompenser ou punir les fonctionnaires locaux. Mais ça crée d'énormes biais parce que, évidemment, vous êtes un fonctionnaire local, donc vous avez envie de progresser dans la hiérarchie de votre parti, donc vous allez avoir envie de montrer des bons résultats aux autorités centrales. Et donc, vous allez avoir envie d'avoir, encore une fois, votre usine, votre développement, votre champion national qui soit dans votre province et pas dans celle d'à côté. Et donc, même si votre constructeur automobile, finalement, il est un peu moins avancé que celui de la province d'à côté, vous allez le soutenir, vous allez continuer à investir, à dépenser de l'argent public pour le maintenir en vie et créer ce qu'on va appeler des entreprises zombies, par exemple, qui, normalement, auraient dû sortir du marché. Et donc, vous allez créer un peu un embouteillage de marché et vous n'allez pas permettre les mouvements de consolidation qui, normalement, devraient aboutir dans toute économie qui se consolide. Voilà. Mais comment ça peut se terminer, cette surcapacité démultipliée ? Ça peut assez mal se terminer dans le sens où on voit quand même sur certains domaines une résistance de plus en plus forte, pas que des États-Unis et de l'Union européenne, mais même d'autres partenaires pays émergents de la Chine qui commencent eux aussi à être un peu agacés par les flots de produits chinois qui viennent aussi mettre à mal leur capacité industrielle. Donc ils ont très peur en fait que la Chine enterre le développement de leurs capacités industrielles qui sont tout juste en train d'éclore. Donc toute la stratégie d'exportation de ces surcapacités, elle peut quand même être mise à mal par les stratégies de chaque pays de protectionnisme qu'on va pouvoir voir émerger. Et au niveau local, le risque, c'est ce qu'on a un petit peu vu dans le domaine de l'immobilier. C'est que d'un coup, on se rende compte du niveau réel de l'endettement de certaines collectivités locales. Alors, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps.
la Chine essaye vaguement de faire un petit peu de transparence dans ce domaine, mais ça va prendre énormément de temps parce que le problème, il est là, il est sur les moyens qui ont été investis, la rentabilité qui pour l'instant n'est pas forcément au rendez-vous. Donc à la fin, il faut bien que quelqu'un paye pour toutes ces surcapacités. Et donc, voilà, le risque principal, c'est peut-être soit celui d'une crise de la dette au niveau local, soit celui de l'affaiblissement des entreprises, parce qu'on rentre dans un cercle vicieux de déflation, baisse des profits. Voilà. Ok. Isabelle Fung, Pierre Aski voulait réagir à ce que vient de... Je voudrais réagir aux propos de M. Aski sur la place de l'opinion publique en Chine dans l'écologie. Je pense ce que vous avez dit, que le rôle de Greenpeace et aussi le mouvement de Not in My Backyard, c'était relativement vrai avant 2017. Mais je ne pense pas que c'est encore le cas. Parce que depuis 2017, tous les NGO étrangères, et maintenant en Chine, c'est strictement contrôlé. Je me demande, est-ce que le Greenpeace à Pékin, il y a toujours je dis un exemple, on fait un titre de comparaison. Les citoyens, est-ce qu'un citoyen peut intenter une action de justice sur un dossier écologique? Oui. En Europe, oui. Aux États-Unis, depuis 1970, any person, toute personne peut porter une affaire de l'environnement contre le gouvernement ou contre n'importe qui. En Europe, c'est depuis 1998, c'est institué par la Convention Ars. Mais en Europe, en Chine, 2015, je dis bien 2015, c'est le droit de l'environnement est entré en vigueur, et dans lequel, dans l'article 58, si je me souviens bien, il a dit clairement, les citoyens n'ont pas le droit d'intenter une action en justice dans un dossier de l'environnement. Seulement, soit le parquet, c'est-à-dire les autorités et l'administration, soit les organisations sociales, c'est-à-dire des associations. Et les derniers chiffres que j'ai, en 2024, en Chine, maintenant, il y a plus de 800 000 associations sociales, parmi lesquelles il y a 700, je parle bien 700, il y a 700 associations qui satisfaisent les critères définis par le gouvernement pour initier un procès. 700 sur 800 000, plus de 800 000. Et parmi ces 700, il y a la moitié, c'est étatique. Donc, une association étatique ne porte jamais une action en justice contre le gouvernement. Et parmi ces 350, ceux qui ont les moyens, je parle des avocats, des compétences juridiques et aussi des coûts. Parce que faire un procès à l'environnement, c'est très coûteux. Il faut faire les preuves, prouver des dégâts, c'est très cher, donc moins de 10. Et donc, quand un pays qui a 1,4 milliard d'habitants, aucun citoyen n'est autorisé de porter l'affaire devant la justice, et moins de 20, je dis 20, encore c'est un chiffre à vérifier, des associations qui sont autorisées à porter l'affaire. Et tout l'espoir pour protéger le gouvernement, pour protéger l'environnement, est placé sur le parquet, le procureur. OK, en France, on a la séparation de pouvoir. On pourrait dire le procureur, il peut agir indépendamment. On peut envoyer l'ancien président en prison. Et en Chine, depuis 2000, je parle un document officiel du gouvernement chinois, ce n'est pas secret, c'est sur le site officiel. En février 2023, il est marqué clairement que, et maintenant, c'est le rule of law sous les lumières de pensée du président Xi Jinping. Et aussi, il a dit clairement, la séparation de pouvoir, l'indépendance de justice, toutes ces idées occidentales sont erronées. Est-ce que tout cela vous assure que la protection de l'environnement et l'écologie aura un bel avenir dans un pays pareil? Après, j'ai un autre mot pour l'opinion publique. Effectivement, en 2015, quand le documentaire de Chai Jing, c'est une journaliste vraiment courageuse. Je pense maintenant, elle vit en Espagne ou en Europe, je ne me souviens plus, j'ai entendu parler. Il faut dire, et aussi à l'époque-là,
l'ambiance politique en Chine, c'était pas du tout comme maintenant. Et donc, maintenant, un documentaire c'est impossible. C'est impossible. Et ce mouvement Not in my backyard, qui est en Europe, aux États-Unis, on connaît le sens. C'était avant 2017, surtout après le MOG. Le MOG en 2013, tout le monde, on a vu, comme vous avez parlé, avec indicateur de l'ambassade américaine, effectivement, c'était dans quel état. Et le Not in my backyard, initié par le middle class, encore je mets le middle class entre guillemets, puisque maintenant ce middle class a entièrement disparu, au moins inaudible. On n'a pas entendu parler pendant les 3 ans de zéro Covid. Et tous ces middle class qui sont supposés d'avoir un niveau de vie équivalent des middle class européennes, est-ce que pendant 3 ans de zéro Covid, pendant le confinement à Shanghai, est-ce qu'on a entendu parler? Non. Et donc, depuis 2017, et cette opinion publique, je pense, il y avait eu lieu, mais maintenant, le moyen étatique pour réprimer. Oui. Et puis, je ne pense pas que sous pression de l'opinion publique, et le gouvernement chinois va prendre le sens dans l'opinion publique. Il prend le sens. Il va prendre la décision dans le sens qui l'arrange. Mais si ce sens arrange l'opinion publique, c'est tant mieux. Je dis un exemple. Tout le monde sait le zéro Covid en Chine de 2000 en 2023. Impossible de se rendre en Chine, il faut faire des Covid. Et toujours au lendemain, il n'y a plus aucun test. Et il y a une bonne partie des Chinois, eux, ils ne le voulaient pas. Ils voulaient continuer puisqu'ils sont habitués. Mais donc, quand le gouvernement a déclaré toujours au lendemain, sans prévision, en France, on a le calendrier. À quel jour on peut aller au resto? À quel jour on peut aller au cinéma? On a un calendrier. Mais en Chine, le parti, sans rien prévenir à l'avance, toutes ces contraintes, il n'y est plus. Mais une bonne partie de la population, si je comprends bien, voudrait que ça continue. Donc, simplement, c'est pas parce que... Je ne pense pas que c'est parce que le gouvernement a entendu la voix du peuple. C'est simplement c'est ces mesures financièrement étaient devenues intenables. Et les caisses étaient devenues vides. Il est obligé de mettre fin à ces mesures de zéro Covid. L'opinion publique, je pense, c'est la seconde place. Merci Isabelle Fang. Pierre, tu voulais dire quelque chose à propos de Oui, c'était sur la question industrielle. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le système chinois, c'est qu'il y a à la fois la planification et la mise en concurrence. Et il y a une sorte de darwinisme industriel permanent, c'est-à-dire qu'effectivement, on lance tout le monde sur la piste des voitures électriques, et il y a une centaine de constructeurs, ou même un peu plus en ce moment, et à la fin, ce sont les vainqueurs qui l'emporteront. C'est arrivé dans plein de secteurs industriels précédemment. La construction navale, l'acier. Moi, j'ai assisté à la montée de l'acier. Donc, on a dit l'acier, la fabrication d'acier est la priorité. Et tout d'un coup, comme Sophie l'a très bien expliqué, chaque province voulait son aciérie. Et donc, vous avez eu des projets énormes qui ont fleuri à travers le pays, à tel point que la Chine est devenue a importé tellement de matières premières de l'étranger, du minerai de fer, etc., qu'il n'y avait plus de bateaux disponibles et que les ports étaient engorgés, les chemins de fer étaient engorgés. Ça a été un moment assez terrible parce que ça coûtait de plus en plus cher. Un bateau qui attend 100 jours devant un port, c'est des surprimes très, très, très chères. Et à un moment, on a sifflé la fin de cette partie. Et comment on montre que c'est terminé ? Un jour, vous allez au journal de 20 heures chinois, 2 patrons d'une aciérie de province qui apparaissent avec les menottes à la main et emmenés par la police. Et on vous explique que c'est une aciérie illégale. Alors moi, je connais des ateliers illégaux de fabrication de faux sacs Louis Vuitton, mais une aciérie, c'est des investissements de milliards. Ça se voit un peu, quand même. Ça se voit un peu. Simplement, ce qu'on voulait dire, c'est que c'était fini. L'ère de la multiplication des aciéries comme des petits pains était terminée. Et en 2-3 ans, tout était redevenu à la normale. Et la Chine est aujourd'hui exportatrice d'acier.
Et donc, c'est ce qui se passe dans tous les secteurs. À chaque fois, on répète ce côté mise en concurrence et le meilleur gagne, et on regroupe 1 ou 2 ou 3 entreprises nationales qui deviennent les champions nationaux, comme on disait en France à l'époque colbertiste, et ça devient ceux qu'on pousse aussi au plan international. Mais tout ça se fait avec une planification derrière, c'est-à-dire que les voitures électriques, ça date des années 2000, le début de la construction de la chaîne de valeur pour fabriquer des voitures électriques. BYD, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial, qui a dépassé Tesla dans la voiture électrique, c'était un fabricant de batteries, à l'origine, de batteries électriques, dans lequel le premier investisseur... De batteries de téléphone. De téléphone. Et le premier investisseur était Warren Buffett, l'Américain. C'est lui qui a financé le démarrage et le développement de BYD, qui est aujourd'hui considéré comme la menace mondiale absolue, etc. Et BYD a démarré à cette époque, donc au début des années 2000, et la Chine a commencé à ce moment-là à aller à travers le monde pour réserver des mines, acheter des mines et organiser les filières de lithium, de cobalt, etc. Moi, je me souviens des premiers voyages de Hu Jintao président à partir de 2002, le prédécesseur de Xi Jinping. On pouvait regarder ces voyages en disant ça c'est l'étape lithium, ça c'est l'étape cuivre, ça c'est l'étape pétrole. Ils ont construit ce monopole, et effectivement sur les terres rares, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ça a été très bien pensé sur la durée. Mais vous avez ce double mouvement, planification et concurrence, c'est-à-dire ils ont réussi à empêcher la rigidité que la planification génère en disant entretuez-vous et le meilleur gagne. Vous avez 3 opérateurs télécoms en Chine. Tous les 3 appartiennent à l'État. Et ils se font une concurrence impitoyable. Ils s'arrachent les antennes, et les câbles, etc. C'en est incroyable. Mais ils appartiennent tous les 3 à l'État. Vous imaginez voilà, nous, on ne sait pas faire ça. Si, la gendarmerie, la police nationale, vous savez faire. Oui, oui, c'est ça. Les services, mais ça ne produit pas mais, le PIB. Oui, et est-ce que... Je me souviens, il y a quelques semaines, il y a Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste français, qui était élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur, qui a fait un discours remarquable, mais assez amer sur l'incapacité de l'Europe, notamment sur l'incapacité de l'Europe d'affronter son destin. Et il disait, les Chinois, ils savent faire une chose, effectivement, c'est de marier planification et concurrence, ce que nous ne savons pas faire. Et la question, c'est est-ce que seul un régime autoritaire peut effectuer ce mariage, ou est-ce qu'on peut trouver une voie démocratique pour marier planification et concurrence? Vous avez 3 heures, Pierre Aski. Ou Sophie. En fait, quand même, ce qu'on voit là, dans le cas très précis de ces nouvelles forces productives, c'est qu'il y a quand même un petit peu de résistance des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur ces marchés de la révolution verte. Et on voit que là, quand même, l'efficacité de la politique économique chinoise, moi j'ai l'impression qu'elle a quand même un petit peu baissé, parce que là, ça fait quand même plusieurs mois, un peu plus d'1 an même, que les autorités disent qu'il faut consolider ces marchés. Donc il faut qu'il y ait des acteurs qui en sortent, qu'il faut accepter qu'il y ait des entreprises, voire des emplois qui disparaissent. Et on voit quand même qu'il y a un petit peu de résistance qui s'opère, pour une raison qui est simple, c'est que dans les secteurs dans lesquels, dans le passé, on avait vu des surcapacités, donc il y avait eu l'acier, il y avait eu le ciment, il y avait eu ce qu'on peut appeler des industries lourdes, elles étaient quand même très massivement dominées par des entreprises publiques. Et en plus, elles avaient quand même bénéficié d'une certaine période pour amortir tous les actifs qui avaient été installés. Là, on est sur un secteur qui a émergé très vite, avec plutôt des capitaux privés, même si évidemment tout ça est massivement subventionné par l'État. Mais en tout cas, les entreprises qui sont dans ces nouveaux domaines, ce sont des entreprises privées, et
pour l'instant, elles n'ont pas envie de sortir du marché parce qu'elles savent qu'en fait, en Chine, il n'y a pas vraiment de droit de la faillite. Donc, en fait, si elles sortent du marché, globalement, elles vont perdre tous les actifs qui avaient été investis. Et en plus, il n'y a pas encore eu assez de temps pour amortir tout ce qui a été investi. Donc pour moi, ça explique un peu le blocage qu'on voit et ce phénomène de guerre des prix très intense qu'on voit notamment sur le marché automobile, parce que c'est le dernier coup de cravache, on va dire, de ces entreprises privées pour s'assurer de rester en place sur les marchés, mais en désobéissant quand même d'une certaine manière aux puissances publiques qui, dans les phases précédentes de ce qu'on appelle l'involution, donc c'est le mot un peu à la mode. L'involution. L'involution, c'est le fait d'avoir de la croissance sans évolution. Donc il y a une super métaphore pour expliquer ce que c'est que l'involution. C'est vous êtes au théâtre ou en train de voir un spectacle. D'un coup, une personne devant vous se lève. Et donc tout le monde va se lever pour voir de la même manière. Et à la fin, vous êtes tous debout. Mais vous êtes dans la même situation que précédemment. C'est un exemple classique de la théorie des jeux, ça. Exactement. Vous avez fourni plus d'efforts pour rester dans la même position. Donc c'est ça l'involution, c'est le fait de mettre de plus en plus d'énergie, en l'occurrence d'argent sur la table, pour juste conserver sa part de marché et ne pas l'avoir baissée. Donc voilà, moi je trouve qu'en ce moment, on assiste un peu aux limites du modèle chinois sur cette question des surcapacités parce que les acteurs ont changé et qu'on est dans cette problématique on est face à des entreprises privées qui sont pas encore amorties, qui n'ont pas encore amorti leurs investissements et surtout l'absence de mécanismes de sortie fait un énorme blocage dans tous ces mouvements de consolidation. Plus évidemment le rôle des gouvernements locaux qui n'aident pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une résistance à tous ces investissements des industries traditionnelles, charbon et autres, qui pensent que c'est une mauvaise stratégie que d'investir autant dans ces nouvelles énergies ou pas ? Pas forcément, parce que justement, ces industries, elles étaient très dominées par des entreprises publiques. Donc après, il y a plutôt des arbitrages qui se font au niveau de l'État sur la préservation des emplois notamment, et le fait d'organiser, on va dire, la sortie progressive de certaines industries. Et c'est aussi pour ça que ça peut prendre du temps. C'est parce qu'il y a quand même une volonté dans le contrat social chinois de préserver les emplois qui sont associés à ces anciennes industries. En revanche, j'ai l'impression que le gain induit par la transition en matière de consommation énergétique et puis de position dominante aussi sur le marché, il a quand même été plutôt acté par l'ensemble des acteurs. Donc il est plutôt approuvé. Surtout que ce sont des entreprises chinoises qui sont dans ce domaine. Par exemple, si on prend l'automobile, je pense qu'il n'y a aucun scrupule de la part des constructeurs chinois à évacuer les chaînes de production thermique de constructeurs européens et à laisser l'industrie du véhicule électrique qui, pour le coup, est dominée de manière extrême par des constructeurs chinois, vivre et se développer. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de prendre des questions parce que je pense que vous en avez dans la salle. Bonjour, merci déjà de vos interventions, c'est très intéressant. Alors il y a bien un bureau de Greenpeace en Chine, j'ai vérifié, ils sont 80, donc ils se portent plutôt bien. Mais ce n'était pas ça la question. En fait, j'avais lu il n'y a pas longtemps que la Chine était en train de développer une espèce de zone d'activité zéro carbone pour un peu contrer une future éventuelle taxe carbone aux frontières de l'Europe. L'idée, c'est en fait d'avoir des usines et des champs photovoltaïques et éoliens à côté. Et donc, voilà, toute la production faite sur celui-là serait donc zéro carbone et ne pourrait pas être bloquée par une taxe carbone s'il y a un jour, il y en a une. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est une menace, je suppose que c'en est une, pour l'économie européenne? Sophie? En fait, ce qui est sûr, c'est que là, on le voit notamment dans le secteur de l'acier. Donc, l'Union européenne est quand même montée au créneau pour vraiment organiser un peu plus un protectionnisme européen dans ce domaine. Et donc, il y a une stratégie chinoise qui s'est développée, qui serait celle de produire un acier décarboné, donc qui serait plus produit à partir de carbone et de fer, mais qui serait produit par exemple avec de l'hydrogène pour
passer au-delà des barrières tarifaires et surtout non tarifaires européennes. Donc on peut imaginer une situation où on aurait presque un modèle chinois qui se diviserait en trois, avec une production bas carbone qui serait quand même destinée aux pays européens qui sont les seuls quasiment à prendre ce critère en ligne de compte dans leur stratégie de protectionnisme. Une production qui serait destinée aux domestiques, qui serait un peu entre les deux, donc qui respecterait la volonté politique quand même d'essayer de ne pas trop polluer les sols, les cours d'eau, etc. chinois, et ensuite un peu du rebut qui serait destiné à des partenaires commerciaux moins regardants sur ces questions-là. Mais en tout cas, dans l'acier, c'est vraiment quelque chose qui est suivi de près, qui est regardé, parce que, évidemment, que la Chine ne va pas laisser le marché européen qui, si le marché américain continue de se refermer, va rester son premier débouché, le seul marché très mature avec des consommateurs qui disposent d'un pouvoir d'achat supérieur à celui du reste du monde, se refermer et va trouver des stratégies de contournement. Dans la perspective avérée d'épuisement des ressources fossiles naturelles et du recours croissant aux terres rares dans les technologies de substitution, quelle sera, selon vous, la manière dont la Chine exercera son monopole? Par une vision planificatrice de l'économie mondiale? Quelle sera sa position par rapport aux partenaires des BRICS? Pierre, est-ce que tu veux répondre à cette question? Il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est celui des normes. Et la Chine est très attachée à définir ces normes. Elle a été tenue à l'écart, quand elle n'était pas assez développée, de la définition des normes par les Occidentaux, que ce soit les États ou les entreprises, pendant des décennies. Et aujourd'hui, elle se met en position d'être celle qui définit les normes. Et donc, à travers ce qu'on appelle le saut de grenouille, le leapfrogging. Le saut de grenouille, c'est quand vous êtes en retard sur une technologie, ça ne sert à rien de rattraper votre retard, vous passez à la génération suivante. C'est ce qu'ils ont fait sur l'automobile, ce qu'ils ont fait sur la téléphonie, etc. C'est-à-dire, la Chine, quand j'étais en Chine, les voitures électriques, les voitures made in China, faites par des entreprises chinoises, c'était à peu près 2% du marché. C'était rien. Et aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée parce qu'ils ont mis l'accent sur la voiture électrique, donc ils ont fait ce saut technologique au lieu d'essayer de rattraper les Toyota ou autres compagnies qui étaient en avance sur le thermique. Et le but, c'est d'être dans la définition des normes. Moi, j'avais été frappé, c'est plus qu'une anecdote, c'est lorsqu'il y a eu le passage de la première, on est maintenant à la 5G dans la téléphonie, lorsqu'on est passé de la première à la deuxième génération. J'étais en Chine à l'époque, et il y avait à l'époque 2 standards dominants dans le monde. C'était le GSM européen et le CDMA américain. Et la Chine, les opérateurs se divisaient entre les deux. Et tout d'un coup, lors du passage à la 2G, les Chinois ont sorti une norme chinoise qu'ils avaient bricolée, qui était utilisée par le plus petit des opérateurs. Et je ne comprenais pas l'intérêt, puisque ce n'était pas exporté, et ça compliquait l'interopérabilité entre les opérateurs. J'étais allé voir le représentant de France Télécom, comme ça s'appelait à l'époque, à Pékin, et il m'avait expliqué cette question des normes. C'est-à-dire, il m'avait dit, voilà, avec cette nouvelle norme, ils ont mis un doigt de pied dans la porte. À la génération suivante, ils mettront le pied entier, etc. Et avec l'espoir qu'au moment de la 5e génération, c'était sa vision, entièrement raison, c'est eux qui seront autour de la table pour la définition des normes. Et c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le coup d'arrêt de Trump à Huawei en 2018, et qui a barré Huawei de la plupart des marchés occidentaux, et qui a empêché que la Chine pèse à ce point sur la définition des normes. Et c'est ce qui se passe dans tous les domaines, parce que le jour où ce sont les industriels chinois qui définiront les normes, l'Europe devra se plier aux normes chinoises, alors qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est l'inverse. Pour cette conférence, moi j'avais une question un petit peu en décalé. C'était par rapport à la loi sur l'économie circulaire.
Quand on parle de la Chine, on dit que c'est un des premiers États qui a mis en place la première loi sur l'économie circulaire, et puis l'Europe est venue derrière. Et l'économie circulaire, c'est un élément de la transition. Donc je voulais savoir où en étaient les politiques publiques en ce qui concerne l'économie circulaire, où finalement c'est un arbre qui cache la forêt. Merci beaucoup. Pour l'économie circulaire, je pense que ça dépend comment vous allez le définir. Est-ce que c'est la même définition en Europe ou en Chine ou pas? Parce qu'en Chine, sous le Premier ministre Li Keqiang, il a lancé deux, c'est-à-dire Neihuan, l'économie circulaire intérieure, Neihuan, et Waihuan, l'économie circulaire extérieure. Et donc Waihuan, donc oui, extérieur, mais bien sûr c'est avec les pays étrangers, et Neihuan, c'est pour comment tirer la demande interne. Et le problème c'est que comment les Neihuan et Waihuan, c'est-à-dire comment les deux économies circulaires peuvent s'interactivent. Et maintenant, si on parle toujours de l'économie chinoise, je suppose, et c'est l'économie circulaire interne a des graves problèmes. Et puisque c'est l'inflation, le prix baisse chaque fois, parce que depuis mes derniers voyages en Chine, et chaque fois je constate que le prix baisse, pendant qu'en Europe on se plaint que le prix augmente. C'est l'économie circulaire interne n'arrive pas à démarrer. Et puis, parce que le peuple, les consommateurs n'ont plus cette insouciance de dépenser. Et ça, cette économie circulaire à la chinoise, j'essaie de répondre, mais après, si c'est vous parlez du niveau européen ou pas. Ouais. Nous sommes prêts à rouler en Europe dans les voitures dont on ne maîtrise pas les technologies intérieures, logiciels, etc., alors que les partenariats géopolitiques stratégiques ne sont pas évidents avec. Alors, pour les voitures électriques chinoises, maintenant on parle tout le temps EV, les tarifs, maintenant le BYD qui dépasse Tesla. Je reviens à un mot que M. Aski a parlé tout à l'heure, c'est Frog Leap. Donc, effectivement, sur certains secteurs, les joueurs, les entreprises chinoises ont bien utilisé cette méthode. On dit en chinois, quand on dit frog leap, en chinois, on utilise le moment wan dao chao che, c'est-à-dire tu dépasses la personne devant toi sur autoroute au lieu de dépasser à gauche ou à droite, ou le dépasser quand vous faites le rond, ou dépasser comme ça, c'est plus vite. On pourrait prendre l'exemple de télécom comme Huawei, au lieu de développer les normes de 2G, 3G, ils proposent directement à OID 5G. Et aussi d'autres domaines qu'ils ont empruntés, ils ont appris les technologies occidentales pour développer directement le suivant. Et maintenant, pour les voitures électriques chinoises, je reviens, et c'est plutôt, la stratégie s'appelle Huan Dao Chao Che, c'est-à-dire au lieu je reste sur la même voie des voitures thermiques. Et là, les Européens, les Américains ont déjà 100 ans d'histoire. C'est impossible de compétir sur cette voie de thermique. Donc, au lieu de courir derrière, la stratégie, c'est Huan Dao, je change la voie. Cette voie qui est vide, donc c'est électrique. C'est électrique. Il n'y a pas de concurrent. Et donc, c'est l'État, c'est avec tout soutien d'État. Il faut qu'on sache que l'industrie de voitures électriques chinoises, au début, effectivement, c'est Warren Buffett et aussi les gros fonds américains qui ont investi dans les entreprises chinoises privées. On était à l'époque la mondialisation. Pour la mondialisation, le plus facile à mondialiser, c'est les fonds. C'est tous les gros fonds de Wall Street, ils investissent dans les startups chinoises. Mais sans le soutien de l'État chinois, tous ces joueurs, BYD ou XP ou Xiaomi, n'auront pas le résultat qu'ils ont maintenant. Et pourquoi? Parce que selon le plan quinquennat, c'est un mot qui fait rire les Européens, mais je pense qu'il faut que les Européens prennent au sérieux. Quand le gouvernement chinois a fait un plan quinquennat, depuis 2010-2015, on a dit clairement que l'État va tout faire pour aider les voitures électriques, tous énergie propre. C'est plutôt pour une opportunité d'exportation et économique. Et après, la Chine s'est trouvée, malgré elle, devient le champion
devient le champion de transition énergétique. Cette place, la Chine n'a pas cherché, mais c'est surtout l'opportunité écologique, économique, et pour la Chine, elle voit surtout si elle produit des énergies propres, des voitures électriques, il aura des marchés à l'occidental. Et donc, vous voulez des voitures propres? Très bien, je vais produire des voitures propres que vous allez acheter. Et tandis que le plan de carbone, de carbonisation, ça on s'arrête à la frontière. Donc les voitures électriques chinoises, est-ce qu'il va envahir maintenant, par le mot envahir, on va dire, c'est là on revient à ce mot corberdisme. Si l'Europe et les États-Unis ont continué à faire free market, libre et échange, c'est pas impossible et le futur sera les voitures électriques chinoises. La question, il faut quand même y répondre. Est-ce qu'il y a un risque à avoir des voitures électriques chinoises avec des logiciels dont on ne connaît pas la facture, la façon dont ils ont été faits, même en termes politiques? Est-ce que ces logiciels pourront espionner les automobilistes? Je pense effectivement c'est l'ambition. C'est l'ambition du gouvernement chinois parce qu'ils ont dit clairement on ne veut plus être rule follower, on veut être le rule maker. Donc rule maker, il faudrait construire, si ce n'est pas pour dépasser l'ordre, on dit le global order, et ils vont construire un global order parallèle et imposer et créer leurs propres normes et si possible d'imposer au monde occidental. Okay. On a donné nos données aux entreprises américaines pendant des années, qui ont enrichi leur base pour l'IA. Maintenant, on va les donner aux Chinois. Mais je pense que c'est tout ça, en fait, en creux dans toutes ces questions, c'est la démission de l'Europe qui n'a pas été à la hauteur et qui n'a pas construit pendant ces 20 ans l'armature et l'architecture de son développement industriel et technologique. Et on ne peut pas dire qu'on est pris par surprise. Juste une petite anecdote sur les voitures électriques, sur les voitures chinoises. Il y a exactement 20 ans, 2003, 22 ans, j'étais à une conférence de presse à Pékin du patron de PSA, Peugeot Citroën, Volz. Et il venait présenter des nouveaux modèles et il était accompagné de son partenaire chinois parce que les Occidentaux n'avaient pas le droit, les étrangers n'avaient pas le droit de produire eux-mêmes. Ils avaient un partenaire en joint venture, un partenaire chinois qui fabriquait les voitures pour eux. Et à un moment, il y a un journaliste chinois qui pose une question. En Chine, il n'y a pas de question spontanée. Elle a été validée avant par tout le monde, par les autorités. Et il demande au président de la société chinoise, il dit « Camarade président, est-ce que tu fais de très belles voitures pour les étrangers, mais est-ce que tu ne rêves pas un jour de faire une voiture 100% chinoise ?» Là, les Français se regardent un peu inquiets, ce n'était pas l'objet de la conférence de presse. Et le PDG chinois répond « Camarade journaliste, ta question me va droit au cœur. Jour et nuit, je ne pense qu'à ça, et un jour, tu seras fier des voitures que nous produirons. » 20 ans plus tard, ils sont les rois. Ce qu'on voit aussi, c'est que contrairement à ce qui s'est passé avec les États-Unis sur la question des données, le problème de la Chine, c'est que eux, ils n'ont pas très envie de connecter leur propre système de données avec le nôtre, parce qu'ils ont quand même tout fait pour designer une boîte très opaque sur le contrôle de l'Internet avec leur propre réseau, leurs propres applications. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir en fait s'ils vont designer un système qui sera complètement parallèle, mais on voit qu'ils en sont totalement capables avec TikTok notamment, où le TikTok chinois n'a rien à voir avec le TikTok occidental, on va dire. Donc oui, je pense qu'il y a un gros enjeu, en tout cas, sur cette question des données, qui a été aussi extrêmement instrumentalisée en Chine pour justement expliquer que pour eux, c'était un énorme enjeu de maintenir cette frontière très hermétique entre leur système et les systèmes occidentaux. C'est le découplage. Alors, une question dans la salle. Je me demandais si vous aviez des idées de ce qu'on peut faire pour rester compétitif face à l'industrie chinoise, et parce que vous parliez du protectionnisme dans le cas de l'acier, qui est une décision récente, mais si on
Si on fait ça dans plein de secteurs différents, on va finir par avoir beaucoup d'inflation. Ce qui n'est pas forcément ce que souhaitent les consommateurs européens. Sophie ? Oui, en fait, ça dépend de comment vous menez le protectionnisme. Enfin, si vous le menez, enfin, si votre but c'est de protéger ce qu'il est encore possible de protéger, c'est-à-dire que quand même encore en Europe aujourd'hui, la majorité des voitures qui sont achetées restent non chinoises. Donc là, l'argument de l'industrie européenne, c'est de dire qu'il reste des emplois à protéger en Europe, dans certains secteurs, et donc le protectionnisme est justifié parce qu'il y a des choses à protéger. Ensuite, il y a une deuxième question, ça c'est la méthode Trump, c'est de dire, en plus de protéger ce qui peut être encore protégé, nous on va faire revenir ce qui était sorti. Ça semble beaucoup plus improbable parce que effectivement, la question de la compétitivité prix se pose et faire revenir des industries qui sont à forte main d'œuvre, faible valeur ajoutée, on va dire. Donc, on peut penser au textile, à l'assemblage électronique, etc. Ça semble perdu parce que ça supposerait un coût en termes de prix tel qu'il ne serait probablement pas accepté. En revanche, il reste quand même des choses à sauver dans l'industrie européenne, et donc c'est ce qu'on voit dans l'acier, où il existe encore quand même des productions européennes locales, et dans l'industrie automobile. D'où l'accent qui est quand même mis sur ce qui existe encore dans l'UE. Est-ce qu'on peut dire que sur le photovoltaïque, c'est perdu, et que sur la voiture électrique, il y a encore quelque chose à sauver, la batterie ? Oui, en fait, sur le photovoltaïque, oui, c'est perdu. Vous avez 98%, je crois, maintenant des panneaux qui sont importés de Chine dans l'Union européenne. En revanche, sur l'industrie automobile, c'est ce que demandent les constructeurs, c'est de leur laisser un peu plus de temps pour s'adapter au nouveau marché. Alors, c'est de leur faute aussi de ne pas avoir été assez rapide dans la transformation de leur industrie, de leur chaîne, etc. Mais ça, c'est un arbitrage qui est politique, parce que évidemment que d'un point de vue économie pure, si on se place du point de vue du consommateur ou même de la transition, puisque c'est le rôle que veut se donner la Chine. La Chine dit, mais en fait, on ne vous comprend pas. Vous dites que vous voulez faire la transition, que vous voulez interdire le véhicule thermique et vous ne voulez pas importer nos véhicules électriques. Donc vous avez une contradiction, et l'Union européenne répond oui, mais nous on a encore des emplois à préserver, etc. Donc en fait, c'est ne pas répéter les erreurs qui ont été faites, de voir le commerce extérieur comme un jeu à somme toujours positive, où les gains qui sont engendrés par la mondialisation en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir accès à des produits qui sont moins chers, viennent totalement compenser les effets de la désindustrialisation. Ça, on s'est quand même rendu compte que c'était assez faux. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait des jeunes là-bas qui voulaient poser des questions. Du coup, je voulais savoir, avec la transition écologique en Chine, j'ai vu qu'ils avaient prévu de créer 50 à 100 réacteurs nucléaires. Ils sont aussi à l'initiative du deuxième projet de fusion nucléaire. Et est-ce que ça cache pas une volonté de commerce énergétique avec l'Europe, surtout avec le fait qu'ils sont à l'origine du coup de la production des voitures électriques, qui créerait donc une dépendance européenne à l'énergie chinoise pour créer un nouveau commerce encore Alors c'est une bonne question. C'est vrai que sur le nucléaire, ils sont très allants aussi. Je crois qu'ils font des réacteurs même au Pakistan, en Turquie, en Argentine. Effectivement, qui est-ce qui veut répondre ? Effectivement, pour les Européens qui voient la Chine comme le modèle écologique ou transition énergétique, c'est un paradoxe chinois. Parce que d'un côté, c'est le numéro 1 pour éolien ou panneaux solaires, et d'un autre côté, la politique chinoise, c'est à tout nucléaire. Et le nucléaire n'existait pas en Chine il y a 40 ans. C'est le français EDF qui a tout fait. Qui a tout fait pour que l'industrie nucléaire chinoise a eu lieu et grandi. Et maintenant, la part de nucléaire dans le mix énergétique chinois, ça dépasse déjà 5%. Également sur certains réacteurs, comme Pascal vient de dire, et la Chine commence à exporter ses centrales pour compétir sur EDF, sur certains petits modèles en Pakistan.
Et d'ailleurs, dans le central de Hinkley Point au UK, c'est la Chine et EDF et l'anglais qui s'alliaient pour faire ce projet. Mais vu le part de nucléaire en Chine, c'est à peine 5%. Et aussi en Europe, tout écologiste qui se respecte est anti-nucléaire. Et là, d'ici là, que la Chine produit du nucléaire et commercialise, c'est ça que j'ai compris la question, n'est-ce pas? Et commercialise en dehors de la Chine, je pense, dans certains pays qui sont nucléaire friendly, c'est tout à fait possible. Mais en Europe, je pense que c'est peu probable. Le charbon et la place de nucléaire occupent deux places entièrement différentes dans le narratif chinois. Dans le narratif chinois, le gouvernement reconnaît le caractère polluant du charbon. En revanche, le nucléaire, dans la propagande, dans le discours, dans les communications officielles en Chine, le nucléaire, c'est l'énergie propre et peu chère. Et donc, il n'y a pas de raison de le mettre sur la même place que le charbon. En Europe, je sais que malgré la transition écologique, en fait, il y avait eu des réformes pour pouvoir bloquer l'investissement sur certaines énergies, notamment fossiles, et que le nucléaire, justement, avait été un peu passé en force par la France pour que ce soit une énergie sur laquelle on puisse continuer d'investir, malgré le fait que, quelque part, ce soit aussi une énergie fossile. Et donc, c'est quelque chose qui est encore relativement acceptable, je trouve, en Europe. Il y a eu un gros débat qui a opposé les Français et les Allemands en particulier, puisque les Allemands ont renoncé au nucléaire, pour savoir si le nucléaire faisait partie des énergies que les fonds européens devaient soutenir dans le cadre de la transition ou pas. Et effectivement, le compromis a été que la France a réussi à inclure le nucléaire dans les énergies soutenues par l'Europe, ce qui a fait grincer des dents dans certains pays, et en particulier en Allemagne et les pays qui ont renoncé au nucléaire. Mais effectivement, en fait, en écoutant Isabelle, la France comme la Chine considère que le nucléaire est une énergie propre et fait partie des atouts de la France dans la transition, qui fait qu'aujourd'hui, la France est moins émettrice de CO2 que l'Allemagne. Alors, il reste 3 minutes, encore une question ou deux. Alors, monsieur là-bas. Vous avez indiqué plusieurs fois leader. Et pourquoi ça passe en Chine? Pourquoi pas? C'est rattrapage économique ou c'est l'avantage du système politique chinois? Pourquoi pas l'Inde? Pourquoi est-ce que c'est la Chine qui a pris le lead? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs raisons. L'une, c'est un livre qui vient de paraître aux États-Unis qui pointe ça du doigt. Tous les membres du bureau politique du Parti communiste chinois depuis 2002, donc plus de 20 ans maintenant, sont des ingénieurs. Et ça, c'est une caractéristique chinoise. Et le livre fait remarquer que c'est Deng Xiaoping qui a commencé à promouvoir des ingénieurs dans l'appareil, mais au point qu'aujourd'hui, tous les dirigeants, parce que le bureau politique du Parti communiste, c'est celui qui décide de tout en Chine, est constitué d'ingénieurs. C'est-à-dire que tout en ayant une approche idéologique, ils apportent des réponses d'ingénieurs à ces questions. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui a caractérisé la Chine ces 30 dernières années, et qu'on voit, par exemple, dans la construction des infrastructures. La Chine a été très bonne dans la construction d'infrastructures. Elle a construit 3 fois ou 4 fois le réseau TGV français, l'équivalent du réseau TGV français en relativement peu de temps. Elle rajoute un EDF tous les 2 ans à sa production électrique, etc. Et ça, ce sont des réponses d'ingénieurs, effectivement, à des contraintes qui sont celles aussi de l'exode rural. La Chine a poussé, pendant des décennies, la Chine n'a pas l'exode rural. Mao, il y avait un système de contrôle des déplacements à l'intérieur du pays qui était très strict, et on voulait maintenir des villes sans croissance. Depuis 40 ans maintenant, la Chine est passée de 20% d'urbanisation à plus de 50%. Donc ça veut dire des besoins d'infrastructures absolument colossaux. Et là, je pense que c'est une spécificité chinoise, donc cette caractéristique des ingénieurs qu'on ne trouve pas en Inde, par exemple. L'Inde a eu un retard absolument considérable dans ses infrastructures. Elle est
depuis une dizaine d'années, elle essaye de rattraper son retard et elle le fait d'une certaine manière, mais elle est encore loin derrière la Chine qui a eu cette... voilà, qui a été le pays qu'il fallait au moment où il fallait dans l'étape de la mondialisation. La Chine avait raté la période précédente, vous savez, celle des dragons, la Corée, Singapour, Taïwan, la Malaisie, qui était la mondialisation, l'émergence des années 90. La Chine, ça a été l'émergence des années 2000, avec ce coup de fouet qui a été l'entrée dans l'OMC. Mais les ingénieurs du parti ont su tirer profit de cette opportunité. Merci Pierre. Ils avaient même un Premier ministre, Wen Jiabao, qui était spécialiste des terres rares, qui était géologue et spécialiste des terres rares, et c'est un peu le début de la réflexion sur les terres rares. Merci à tous.